Là, il convulse. Elle me dit, oui, mais c'est pas ça qui m'inquiète, mettez-le sur la table. Moi, je dis à celle qui devait être sa marraine d'appeler un prêtre pour qu'on le baptise parce que je sens pas la chose. J'avais déjà dit au revoir à mon enfant. J'arrivais même pas à avoir une émotion en fait. On me dit non, on ne pleure pas l'enfant. Arrête de pleurer l'enfant, ne pleure pas l'enfant. À l'hôpital, j'ai prié et je demandais à Dieu de le prendre si c'est que je devais vivre des situations pareilles tout le temps. À 4 heures, je me suis réveillée et j'ai cherché mon enfant. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi lui il est dehors et moi je suis à l'intérieur. Bonjour et bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus. Ici, on discute des sujets qui nous intéressent et dont les autres ne veulent peut-être pas discuter. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Inès. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bienvenue dans le canapé, le célèbre canapé de The Realness Podcast. Merci. Ça te fait quoi d'être ici? J'attendais ça. Oui. Je crois que on en avait parlé et ouais, je suis contente. Pourquoi c'est important pour toi de venir participer à The Realness Podcast? C'était important déjà parce que l'histoire est assez, elle est très intéressante et je pense que le message derrière est aussi important. Voilà. Donc, je pourrais dire que on va avoir une belle discussion. Je pense aussi. L'histoire dont tu parles, c'est bien l'histoire de ton fils. Oui. Tu veux bien nous parler de ton fils? Ok. Alors, mon fils est décédé le 2 juillet 2024. Et bon, pour commencer, on n'avait pas de diagnostic. Donc, lorsqu'il décède, on n'a pas de diagnostic. On me donne aucun diagnostic et donc j'ai pas de raison. Je sais pas la cause de son décès. Et c'était assez choquant et traumatisant déjà parce que bon, on connaît bien les hôpitaux et comment ça se passe avec la prise en charge. Donc, il avait 13 mois. 13 mois. Et Elijah, il s'appelait. Oui. Et si on doit commencer au début, c'est un enfant qui est né en très bonne santé, vraiment. 3,6 kg. Ouais, 3,6 kg. Et c'est vrai par césarienne, ce qu'on n'attendait pas. Mais j'ai pas eu de problème de grossesse. En tout cas, ma grossesse était belle. Très belle. Et c'est vrai qu'à la fin, on m'a fait une césarienne. Bref. C'est pas le plus important. Il est né en bonne santé. Et par contre, à partir de 3 mois, il a commencé à avoir un peu du retard au niveau de la prise de poids. Okay. Et donc, à l'hôpital, bon, chaque fin du mois, quand on faisait des examens, les contrôles, le médecin disait non, ça arrive, il y a des enfants comme ça, et vous-même, vous n'êtes pas corpulente. Bon, j'ai un peu pris le poids là. Oui. Vous n'êtes pas corpulente et tout, donc c'est pas alarmant, c'est pas inquiétant. Sauf que ça continuait. Et moi, je trouvais ça y est, l'instinct maternel, c'est autre chose, tu vois, c'est pas à négliger. Et donc, moi, à chaque fois, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais à chaque fois, j'avais toujours les mêmes commentaires. Bon, à 9 mois, j'ai diagnostiqué toute seule qu'il faisait de l'intolérance au lactose. D'accord. Et ça, le médecin n'a pas su l'interpréter. Non, enfin, diagnostiquer au début. Parce que moi, j'ai constaté avec sa façon de réagir après avoir mangé et tout. Et j'ai fait appel à un autre médecin en ligne qui m'a fait une consultation en ligne. Il m'a dit, effectivement, madame, vous avez raison de vous inquiéter en tout cas par rapport à la prise de poids de votre enfant. C'est pas normal qu'il ait ce poids-ci. Et selon le régime que vous me présentez, en tout cas qu'il a, c'est pas normal. Donc, il me donne le numéro d'un médecin qui est gastro.
pédiatre et mes gastro, en me disant, bon, il sera plus, voilà, apte à vous répondre, à trouver qu'est-ce qui ne va pas. Donc, ce médecin-là, je vais pas citer son nom, mais il est très connu sur les réseaux et tout. Et il me passe le numéro du pédiatre, de celle qui est gastro. Et elle aussi, ça va, l'enfant, il est dynamique, hein. C'est pas comme s'il ne bouge pas, il est pas, voilà. Non, ça, il n'y a pas de problème. Il est plutôt grand de taille, très grand. Ben, je crois qu'il a pris de son père aussi. Et il avait pris de son père. Et on a continué. Elle a demandé de réorganiser son alimentation. Donc, ce qu'on a fait, il a pris, genre, à tout casser, 400 grammes, 500 grammes. Oui. Et, ça, c'était au mois de mai. Donc, ça allait, on se disait, bon, ça va, ça évolue, voilà. Sauf que, il a eu un petit malaise, on va dire, un petit problème. Sa nounou qui n'était pas très efficace, qui m'a fait avoir une situation avec des repassages d'habits pas bien faits et tout. Et donc, ma mère qui était en visite à Yaoundé, qui me dit, enfin, quand je vais à la pharmacie et je montre les photos au pédiatre, on me dit non, ça doit être la varicelle et tout. Sauf que c'était pas la varicelle, c'était dû au repassage et tout. Donc, l'enfant, le lendemain. Donc, il avait des vers de caillot. Voilà, sur la peau. Et, le lendemain, on a pu enlever, hein. Donc, normalement, quand on enlève ça, c'est fini. Il avait juste une petite toux qui ne finissait pas aussi. C'était, avec lui, dès qu'il avait la toux, ça mettait, voilà. Et donc, on décide ma mère me dit quand je rentre du travail, un jeudi, oui, il a dormi toute la journée, il été fatigué, je sais pas si c'est à cause de ces trucs-là, mais le fait d'avoir enlevé, qu'il se repose et tout, c'est bizarre. Donc, vendredi, de toutes les façons, je devais aller voir son médecin. Sauf que bon, le vendredi, le médecin n'est pas là. Elle est en déplacement. Et elle me dit qu'elle va voir quand même si elle peut se libérer le samedi et tout. Bon, samedi matin, je vois que le petit est très fatigué. Vraiment, et je me dis non, là, il faut il y a quelque chose qui va pas. Donc, on va à l'hôpital. Bon, premier hôpital parce que je suis pas allée chez son pédiatre puisqu'elle n'était pas disponible. Et donc, je vais à l'hôpital. Les médecins déjà me disent oui, il est dénutri. Avec le regard de oui, vous êtes jeune, sûrement vous ne vous occupez pas bien de votre enfant et tout. Je dis oui, je sais, il a un problème comme ça. Enfin, du moins j'explique. Et on me dit oui, on va faire les examens. On fait des examens. Là, on voit juste qu'il a la gorge un peu légèrement irritée, rien de grave. Mais on décide de nous garder parce que on se dit voilà, il a vraiment déjà au niveau de son poids, il faisait 7 kilos pour 13 mois, c'est vraiment bas. Donc on demande on nous garde. Et sauf que le dimanche, ça ne va pas. Toujours fatigué, il est même plus fatigué que la veille et tout. Et on décide de lui mettre une sonde nasogastrique pour le nourrir. Parce qu'ils avaient fait un protocole pour justement essayer de faire prendre le poids. Je sais pas, ça s'appelle F100, quelque chose comme ça. Et on le fait. Sauf que j'ai pas de comment ils appellent ça? Tu vois là, quand ils passent le matin... De garde, la ronde. Oui, la ronde. J'ai pas de ronde pendant toute la journée de dimanche. Donc, moi, je connaissais la dame une dame qui bossait à l'hôpital. Et donc, je lui ai dit, j'ai eu personne ici, à part les infirmières et les stagiaires. Donc, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ça ne va pas. Et on me dit, oui, non, enfin, j'appelle et puis on vous envoie des médecins. Donc, on m'envoie les médecins. Ah oui, il est déshydraté et tout, on va mettre tout ça, on va l'hydrater toutes les 1 heure et toutes les 2 heures, on va le nourrir, le gaver et tout. Donc, ce qu'ils décident de faire, ils font des prises de sang pour les examens, pour voir s'il n'a pas des carences et tout. Sauf que le lendemain, lundi, où il y a tous les médecins, tout le monde est en alerte, qui a tel enfant qui est pas bien, machin. Et on décide de refaire les examens, la prise de sang de la veille. On refait la prise. Et on me dit à 14h, ce sera disponible. 14h, j'envoie
quelqu'un récupérer. Elle me dit, ah non, c'est bizarre, les résultats sont pas clairs et tout. Et moi-même, je descends vers 17h. Je dis, mais attendez, vous pouvez pas me faire refaire 3 fois la prise de sang et après vous me dites que les résultats ont un problème. Donnez-moi mes résultats parce que ça ne va pas. Et je commençais à voir il commençait à convulser de petit. Et donc, on me donne les résultats. Je monte avec le médecin de garde qui me fait comprendre que l'enfant a une carence en potassium, en chlore, sodium, bref, tout ce qui est électrolyte avait chuté complètement. Et donc on va devoir nous changer de service, d'hôpital, parce qu'ils peuvent pas prendre en charge un cas pareil, mais que ça se fera demain, le temps de stabiliser en tout cas l'enfant avec cette perfusion là qui est censée, c'est pas comme une transfusion sanguine, c'est un peu plus lent, voilà, pour remonter ces électrolytes là. Et moi je vois la situation et je ne sens pas, je trouve pas qu'on va arriver au lendemain. Donc je demande à ma mère, je dis à ma mère que là il faut qu'on y aille, il faut qu'on trouve une solution, qu'on aille ailleurs et tout. Il est 22h par là quand on décide de partir, l'enfant convulse, j'appelle son père et tout, on change d'hôpital, on arrive dans un autre qui est censé être plus grand, quand j'arrive, déjà les médecins qui viennent de garde est très, madame, oui, vous êtes là pourquoi? Vous dites que vous êtes de quelle religion? Vous faites quoi dans la vie? L'enfant convulse dans mes bras. Je lui dis, mais là, madame, on n'a pas le temps de discuter. Voilà ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il est en carence de ça. Mais on est là parce que là, il convulse. Elle me dit, oui, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Mettez-le sur la table. Mettez-le là sur la table. C'est pas ça. Vous dites que vous êtes de quelle religion? Je dis, oui, mais... Donc, je vois l'enfant qui tremble, là, je sais pas. Vraiment, des convulsions, c'est impressionnant. Qui se fait même dessus. Et nous tous, on sait ce que ça signifie. Donc, moi, je panique un peu. Mais c'est vrai que j'ai un caractère qui me fait avoir assez de contrôle. Donc, le père de l'enfant et moi, on est là en mode, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et on demande, oui, un médicament, apporter le diazépam pour stabiliser le petit. Sauf que, il n'y a pas de diazépam dans l'hôpital, dans la pharmacie de l'hôpital. Il faut aller chercher à Perpète. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à une autre maman qui a eu un enfant aussi dans le même état et tout. Donc, on passe le médicament. Ça stabilise l'enfant et on nous donne une chambre. En tout cas, on nous donne un lit parce qu'on nous met dans une chambre commune. Et on attend. On me fait comprendre, oui, non, ça va prendre un peu de temps. Pour que l'enfant, il va revenir, mais un peu saoulé, parce que c'est comme ça que ça fait l'effet de ce médicament-là et un peu, ça va le perturber. Donc, si il se lève agité, il faudrait pas être étonné et tout. Sauf que ça ne s'arrange pas. Toute la nuit, il recommence encore les convulsions et tout. Donc, vers 7h du matin, quand le médecin en chef arrive faire la ronde, il se met même pas à 5, il est à 2 mètres de moi. Et il fait, mais ce sont des crises tétaniques, là. Vous dites c'est quoi qu'est-ce qu'on dit? Et donc, il demande au résident, au médecin qui était là, la veille. Oui, non, carence en ça. Et, ok, faites une IRM pour voir si c'est pas un problème neurologique et tout. Et il tourne le dos. Il touche pas l'enfant. Il fait rien. L'enfant commence à avoir la fièvre. Voilà. On ne fait rien. Et puis, je demande, parce que je vois qu'il respire, mais différemment, il a du mal à bien respirer. Je dis, est-ce que vous avez vérifié sa saturation en oxygène? Je dis, oui, non, on a vérifié tout à l'heure. Je dis, non, regardez encore, parce que il y a un problème. Et effectivement, il était à 73, et là, c'est panique à bord. Mettez-le sous oxygène, allez-y, tout le monde Je deviens médecin à l'hôpital. Il fait une grosse fièvre, sauf que on ne me donne rien. On me fait comprendre dans son état, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a. Entre-temps, on a injecté des médicaments contre la méningite en disant que si c'est la méningite, on aura déjà commencé. Si c'est pas ça, bref. Donc, l'enfant me fait une fièvre qui n'a pas de nom. Il a 42. Et les bras, les pieds sont super froids, mais le corps, la tête est chaude, le reste du corps chaud.
Et on me dit, non, on peut pas vous donner du para ou quelque chose, il faut faire à l'ancienne, donc avec la serviette et tout. Donc, ce que je fais. Et il va encore faire une crise, il va encore convulser vers 11 heures et tout. Moi, je comprends que ça ne va pas. Que là, enfin, c'est juste une perte de temps, en fait. On est juste en train de chercher à nous, voilà, même l'IRM qu'on me demande de faire, c'est pas ça. Mais bon, je ne veux pas, après, baisser les bras et me dire après que oui, non, j'aurais dû. Donc, je laisse ma mère aller chercher, se renseigner et tout. Et donc, on va à l'hôpital où on fait l'IRM. Sauf qu'on arrive déjà pour aller, c'est aussi encore une autre système. Une autre logistique encore. Voilà. Donc, il faut courir avec l'enfant, enlever l'oxygène de la chambre pour arriver à l'ambulance, remettre l'oxygène, bref, courir, là. On arrive au lieu où on doit faire l'IRM. Ah, vous êtes venu trop tôt, hein. C'est pas encore, il faut redémarrer. Vous allez attendre 25 minutes au moins. Donc, on est dans l'ambulance, on attend 25 minutes avec un enfant qui, je sais pas, comment est-ce que je peux appeler ça? Et, on fait l'examen, on me met à l'intérieur avec une salle super froide et j'ai eu du mal à accepter la climatisation après ça. Parce que bon, voilà. Et je demande au médecin sa saturation encore. Il me dit, madame, c'est pas bon. Et je comprends que, bon, voilà, c'est un peu compliqué parce que, entre-temps, on avait donné un médicament pour vraiment le stabiliser pour qu'il n'ait pas à réagir étant donné que c'est l'IRM. Et bon, dans son état, on peut pas te mettre sous anesthésie ou quoi que ce soit. Donc, il était juste là comme ça. Et donc on finit ça, on rentre à l'hôpital et on attend. Moi je dis à celle qui devait être sa marraine d'appeler un prêtre pour qu'on le baptise parce que je sens pas la chose. J'avais déjà dit au revoir à mon enfant. Et on appelle le prêtre arrive, il fait le baptême, il baptise l'enfant et 3 minutes après, juste le temps de me lever parce que j'étais à genoux à côté de lui. Je me lève, je touche sa poitrine pour voir s'il fait encore de la fièvre et tout. Et je réalise que, en fait, son cœur ne bat plus normalement. Ça fait un bruit. Enfin, sa cage thoracique fait comme s'il a de l'eau qui se remplit. Et donc, je dis, il s'enfonce. Et je me lève et je sors. Je vois mes collègues qui étaient en train d'arriver. Mais non, Morgane, c'est pas fini. Et tout, je dis, si. Enfin, allez juste dire à ma mère. Enfin, restez juste à côté de ma mère, ne lui dites rien, j'arrive. Et donc, ils essayent de réanimer le petit, ce qui n'a pas fonctionné a priori. Bon, c'était un peu tard, mais bon, j'ai compris que c'était le protocole aussi. Et moi, j'ai appelé le papa, j'ai appelé tout le monde, voilà, il est parti. Je suis allée voir ma mère, j'ai dit à ma mère on n'a pas le même... comment dire ça? Le même recul, la même réaction. Voilà. Donc, moi, j'avais fait 3 jours déjà sans dormir, sans manger, mais j'arrivais même pas à avoir une émotion, en fait. J'étais plutôt en mode, il faut qu'on finisse avec tout ce qu'il y a à faire ici, et puis je rentre, et puis on fait ce qu'on doit faire. Donc, quand je reviens, le médecin me voit, ah, c'est vous la mère? Oui, madame, désolée, et tout. Enfin, ça sert à rien, je sais tout ça. Est-ce que vous pouvez enlever tout ce qu'il a comme tuyau sur lui et tout? Vous pouvez me l'enlever et tout. Et qu'est-ce qu'il faut que je rentre avec le corps de mon enfant? Parce que elle me dit un certificat de décès. Je dis, ok, je vous suis, je fais. C'est tous mes collègues qui ont rempli la salle, à pleurer et tout. Et puis, est venu le moment où il fallait partir de l'hôpital. Donc, il fallait fermer les yeux, tout ça, faire le mettre emballé, tout. Bref, tout le protocole. Tout le protocole est parti. Sauf que, tu te dis que ça s'arrête là. Tu arrives à la maison, encore avec les traditions, on est africain, et on te dit, on ne pleure pas l'enfant. Parce que moi, en fait... déjà, sans vouloir te couper, mais avant de partir à la maison, oui. Tu es dans le processus d'obtention de l'acte de décès. Oui. Puis, on met l'enfant dans un linceul. Mais est-ce que tu le portes tout le long de... Alors, j'ai voulu le porter, mais ma mère m'a demandé de ne pas le faire, de laisser le père le faire. Okay.
Et donc, c'est son père qui l'a porté et on a pris la même voiture. Mhm. Voilà. Moi, j'ai juste eu le temps de le prendre, lui dire au revoir, que j'ai été forte parce qu'il était très fort. C'était un enfant qui pleurait pas, qui n'avait pas de, vraiment, Okay. il ne pleurait vraiment pas. Il était très, très fort. Même quand il tombe, tu vois, l'enfant tombe, il veut crier là. Sauf que dès qu'il arrive à ce niveau, il bloque. Et puis tu vois juste la larme couler comme ça. Et donc je lui dis oui, je vais être forte comme toi, je vais être courageuse et puis voilà. Mais c'est quoi l'ambiance autour de toi? Mais tout le monde pleure, tous mes collègues, tout le monde est tout le monde est en larmes. Moi, j'arrive pas à réagir parce que je sais même pas en fait quelle émotion avoir. Là, moi, je suis juste en mode, je crois que mon cerveau s'est dit, je te protège. Voilà ce qui va se passer. Tu gères d'abord ça et après on va voir. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Et juste arrivé au portail, je me souviens que j'avais dit à mes petits frères mes petits cousins que j'arrivais avec leur bébé. Parce que c'était leur bébé, moi j'ai mon petit cousin, il disait toujours, je suis son père, je suis son père et tout. Et je lui ai dit non, j'arrive, on va faire un petit examen, on revient et tout, mais je me rends compte que j'ai menti aux enfants. Donc quand je reviens, je réalise en fait que, enfin, je me dis qu'est-ce que je vais leur dire. Je vais dire à ces enfants-là et je craque. Donc là, je craque, je crie. Il y a déjà toute la maison, la cour qui est pleine de monde et tout. Pourtant, on n'était que tous les deux. Et on me dit non, on ne pleure pas l'enfant. Arrête de pleurer l'enfant, ne pleure pas l'enfant. Ça, ce sont les gens environnants? Oui, la famille, en fait, mes belles-sœurs et tout, qui me bloquent comme ça. Ne pleure pas l'enfant. C'était là, genre, j'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Et vous me demandez, et moi, j'ai perdu mon enfant et vous me demandez de pas pleurer. Je sais pas de quoi il est décédé et voilà. Et ben, on fait tout, le tralala, la tradition et tout, et on enterre le petit. Et le jour même. Oui, le jour même. Et tout le monde part. Les gens enterrent, le lieu, je choisis pas. C'est la tradition encore. C'est la coutume. Quand ça se fait même, t'es pas là à regarder comment on le fait complètement. Non. Donc, voilà. Je vis ça comme ça. J'ai 9 jours sans aller à la tombe, sans voir la tombe, et, isolée? Non, enfin, avec ma famille, mais ma mère qui était là, ma grand-mère qui est arrivée, mon frère, bref. Ma famille maternelle qui était là. Et voilà. Alors, la première nuit après l'enterrement de Elijah, comment est-ce qu'elle s'est passée? Elle était très difficile. Elle était difficile parce que, enfin, tu sais, il faisait pas encore ses nuits. Donc, j'avais un réveil à 4 heures et tout. Comme moi, j'ai dû prendre d'abord un myorelaxant, un somnifère pour dormir parce que, voilà, j'arrivais pas. Et à 4 heures, je me suis réveillée. Et j'ai cherché mon enfant. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi lui, il est dehors et moi, je suis à l'intérieur. Donc, c'était pas évident. J'avais ma mère qui savait pas quoi me dire, qui était même encore plus... Enfin, elle est plus émotive que moi, donc c'était pas... Enfin, c'était vraiment compliqué. C'était une nuit difficile, vraiment. J'ai pas dormi, j'ai dû appeler une de mes grandes sœurs qui est au Canada pour discuter parce que j'arrivais pas à dormir. J'avais besoin de parler. C'est vrai après l'enterrement, avant de partir, j'ai pu prier avec, j'ai un groupe de prière et tout. Elles sont venues, mes sœurs en Christ, on a prié et puis après voilà. Mais c'était pas évident. C'est clair que la nuit n'était pas évidente. Mais bon, les jours qui ont suivi aussi, enfin, il fallait juste y faire. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, j'ai renvoyé tous les examens au médecin, son médecin de base, là. Mais, elle m'a dit que je dois accepter la volonté de Dieu. Parce que je crois qu'elle avait pas de réponse, elle non plus. Puisqu'elle avait l'impression que ça allait. Et donc, elle savait pas quoi me dire. Du coup, c'est ce qu'elle m'a dit. Et à ce moment,
étant donné que je ne réagissais pas forcément comme quelqu'un qui venait d'avoir Un choc. un choc, j'ai trouvé normal de demander de l'aide. Donc, j'ai dit à ma mère qu'il me faut voir un psy. Parce que si je continue comme ça, je vais pas arriver. Surtout que j'étais déjà en burn-out avant ça. Donc, c'était un double choc que j'ai eu et il fallait vraiment que je me fasse suivre. Mais avant qu'on ne parle du suivi, par exemple, chez le psy, quand tu arrives au 9e jour, parce que tu nous expliquais que du fait de la tradition, pendant 9 jours, tu n'avais pas le droit d'aller sur la tombe de ton fils. Quand le 9e jour arrive, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à la tombe parce qu'à chaque fois, ma mère essayait de me donner, chaque matin, elle essayait de me donner des nouvelles, me dire ce qui s'est passé. Il fallait qu'il pleuve. Il fallait qu'il pleuve pour que, je sais pas, son âme ou quoi, enfin, les histoires des traditions. Bref, il fallait qu'il pleuve. Donc, il y a eu une grande pluie. Étant donné qu'on enterre, il faut que ce soit là où l'eau coule. Voilà. Pour que ça tapisse vraiment, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a même eu une tombe ou bien quelque chose, en fait. On fait pas la tombe d'un enfant, on ne met pas l'enfant dans le caveau familial, on fait rien de tout ça. Donc, c'est vraiment derrière la maison. C'est choquant. En tant que parent, tu te dis, mais au moins ça, si tu t'aimerais au moins avoir une tombe, un endroit où tu vas te recueillir, mais non. Ça doit vraiment être comme s'il y a jamais rien eu et tu dois faire avec. Du coup, le 9e jour, quand j'ai pu aller là-bas, j'ai rien ressenti. En fait, cet espace, c'était comme si c'était pas réel, en fait. Je ne réalisais pas. Je n'arrivais pas à vraiment ressentir la chose, non. Quand j'ai pleuré le jour où il est parti, quand on arrive à la maison, c'était pas parce que je pleurais l'enfant. Je pleurais parce que je ne savais pas ce que j'allais dire à mes petits frères. Et c'est resté comme ça pendant un moment. Même tout ce qui s'est passé à l'hôpital, c'était limite comme si c'était pas vrai, voilà. Et c'est bien après, et je dis vraiment bien après que j'ai commencé à avoir des flashs de tout ça. Et avec les séances, justement, chez le psy, voilà, que j'ai eu vraiment à recommencer à expliquer. C'est pour ça que là, je peux parler de ça sans forcément avoir des épisodes dans ma tête qui vont me choquer. Parce que au début, c'était justement très, très intense, les séances. Et parce que il y a des choses qui reviennent, et quand ça revient, donc l'émotion que tu étais censé ressentir, avoir à ce moment-là, et que ton cerveau essaie on va dire, d'anesthésier, mais quand ça revient vraiment fort, et ça peut être quand tu dors, voilà, donc c'est pas évident. Je te connais très, très ancré dans ta religion. Oui. Et très engagé même d'ailleurs. Quand un événement comme ça t'arrive, en sachant à quel point tu es ancré dans ta religion, est-ce que à un certain moment il n'y a pas une certaine remise en question, il n'y a pas un doute par rapport à ton rapport justement à la divinité, à la religion? Alors non, bizarrement non. Au contraire, j'ai plus eu des réponses à beaucoup de choses. Elijah, c'est un personnage biblique. C'est Élie dans la Bible. Et ce nom est arrivé aussi. J'étais enceinte et son père et moi, on cherchait un prénom. Et nous deux, on a eu le nom comme ça, par hasard. Et un soir, il me dit, ouais, non, mais du coup, c'est quoi comment on va l'appeler? Je sais pas, c'est toi qui cherches le nom. Moi, je cherche pas. Après, il me dit, j'ai un nom là en tête et tout. Je dis lequel? Et nous deux, on dit le même nom, Elijah. On se regarde, puis mais attends, on peut pas être synchro comme ça et tout. Et donc, Dieu est Dieu, c'est ce que ça signifie, Elijah. Et depuis sa naissance, cet enfant a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations. J'ai vécu beaucoup de situations et je pense qu'elles devaient être vécues. Et maintenant, si son départ est aussi lié à ce que je devais vivre, ben ça suit juste le cours. Et je pourrais le dire même que c'est juste une suite en fait, parce que c'est
c'est un enfant, enfin, un mois après sa naissance, je me suis séparée de son papa. Et donc, je n'ai pas eu forcément pendant tout ce temps le soutien qu'il fallait avec lui au niveau de la parentalité. Et donc, j'ai dû gérer. Comme on m'a élevé aussi. Il y a beaucoup de lionnes dans ma famille, donc on sait faire. On sait en tout cas gérer ce genre de cas. Et donc, j'ai pu avancer. C'est vrai que j'ai jamais rêvé de ça pour mon enfant. Mais bon, je me suis adaptée à ce que la vie me proposait et j'ai remis tout à Dieu. Et oui, j'ai continué. Je veux dire que à l'hôpital, j'ai prié et je demandais à Dieu de le prendre si c'est que je devais vivre des situations pareilles tout le temps. À un moment, en fait, quand tu es face à ce genre de douleur, tu vois ton enfant souffrir, tu ne sais pas ce qui se passe. On te dit rien à l'hôpital, on tâtonne. Si c'est un gros test, tout le monde fait ça, pas de, voilà, essaye quelque chose sur ton enfant. Et, tu arrives à un niveau où tu te dis, il faut, soit t'es là et tu vas faire quelque chose, toi qui es Dieu, soit, tu le reprends et puis, peut-être il reviendra avec une meilleure santé. Voilà, je vais dire, tu me donneras d'autres enfants qui seront, voilà. Donc, ça a été difficile, oui. Je me pose des questions, mais en même temps, je me dis, j'ai vécu quelque chose de magnifique. Être maman, c'était la plus belle expérience que j'ai pu avoir. Et vraiment, mon fils, c'était toutes les mamans diront pareil, hein, que leur enfant est exceptionnel, mais vraiment, j'ai beaucoup appris, j'ai vu quel genre de mère je pourrais être, j'ai vu comment est-ce que je pourrais me comporter. C'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu flou sur le fait de vouloir d'autres enfants, mais oui, j'ai accepté, je n'ai pas douté de Dieu. Je n'ai pas douté parce que j'ai été seule avec cet enfant pendant les 12 mois, on va dire, puisque c'est à 1 mois qu'on est parti. Et pendant 12 mois, Dieu m'a toujours donné on était tous les deux, certes, mais quand il est parti, ce soir-là, j'ai eu pratiquement, à tout casser, 70 personnes chez moi qui connaissaient un bébé de 13 mois. Mais tu vois, tout le monde qui est venu, j'ai eu des collègues magnifiques qui sont restés avec moi pendant les 9 jours et qui venaient me voir tous les jours après le boulot. Bref, j'ai eu du monde. Dieu m'a toujours envoyé des gens. Et je suis jamais restée seule. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça, en fait. Je continue à accompagner. Je suis toujours accompagnée. Quand je me sens seule, au lieu qu'il me console, il m'envoie consoler les autres. Parce que bizarrement, quand je raconte mon histoire, ça fortifie les autres. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, mais comment tu fais et tout. Et je me dis, je prie. Je prie et puis j'accepte. Pourquoi pas moi? Parce que les gens se disent souvent, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais la vraie question, pourquoi pas toi? Pourquoi les autres? Qu'est-ce que tu fais de particulier pour que ça ne t'arrive pas? Donc, voilà, je prends les choses comme ça. À quel moment tu t'es mise à parler de lui au passé? Pendant les séances avec le psy, parce que j'avais tendance à dire, le psy m'a dit non, il était. Donc, quand je suis arrivée déjà, vous avez des enfants? Oui, un enfant. Après, ok, en plus de celui que vous avez perdu, je dis non, c'est lui. Je dis, mais non, en fait, vous n'avez pas d'enfant. Donc, ça, il faut déjà accepter la chose. Et c'est pas évident, parce que tu te dis, mais c'est vrai que même jusqu'à présent, hein, quand j'ai été maman, en fait, dire j'ai été maman, c'est bizarre. Ou tu es maman, tu sais même pas, en fait, comment, voilà, mais il faut le faire. Il faut en fait accepter les choses. Et je crois que j'ai accepté très tôt. Parce que j'ai dit au revoir à mon enfant. Et je crois que c'est à ce moment qu'il est entré dans le coma. Quand je l'ai tenu, j'ai une photo où on se tient la main, il me serre, il me regarde, il agonise, mais tu sens qu'il veut pas me lâcher. Et je lui ai dit, non, tu sais,
si Dieu nous a permis d'arriver ici, dans cet hôpital-ci, peut-être il y aura la solution. Et s'il n'y a pas la solution, repose-toi. Je vais être forte. Je vais être courageuse. Et je vais toujours être heureuse, comme on a un verset dans la Bible où je lui disais tous les matins, soyez toujours heureux. Et à chaque moment, quand je disais ça, il rigolait. Il faisait un sourire. Et c'est comme ça qu'on avait notre journée, en fait. Et j'ai gardé ça. Donc, oui, Dieu fait avec. Est-ce que là, tu as déjà... je pense que j'ai vu un de tes statuts où tu te séparais de ces effets. Oui. J'ai un mois après son décès, déjà après les 9 jours, je suis venue sur Douala pour voir justement le psy. Et après ça, je suis allée en famille à Kribi. Et quand je suis revenue, parce qu'il fallait reprendre le boulot, quand je suis revenue, je me suis dit, il faut pas que je garde cette chambre comme ça. Si je la garde telle qu'elle est, je vais toujours rester dans le deuil. Et le but, c'est pas que ça devienne un endroit où j'ai de lamentation, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée et le lendemain, j'ai commencé à trier ce que j'allais donner, parce que j'ai donné à un orphelinat où je disais toujours en passant, il faut que je passe ça et que je vienne un jour avec Elijah et tout. Et bizarrement, quand il y a eu cette situation, c'est à cet orphelinat que j'ai pensé. Donc, je suis allée, j'ai dit, ah, monsieur, voilà, c'est un papa, un grand-père que j'ai trouvé là-bas. Je lui ai dit, oui, voilà, je viens de vivre telle situation, j'ai des vêtements, des affaires que je voudrais donner, c'était pour mon fils et tout. Et puis, je suis passée. Les autres, bon, qui étaient des berceaux, machin, j'ai dû vendre, bref. Oui, j'ai dû me séparer de tout ça, me débarrasser. J'ai gardé juste des effets très personnels de lui, mais que en fait, je ne prends pas comme... Il y a vraiment ce détachement. Je crois que dire au revoir à quelqu'un, c'est important. Être là quand la personne décède, c'est important. Parce que quand on n'est pas là, on vit le deuil différemment. Et c'était le cas en tout cas avec mon papa. Donc, ça m'a pris 10 ans pour faire le deuil de mon père. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai déjà fait le deuil. Je ne pense même pas qu'on fait le deuil de son enfant. Mais j'ai accepté. Oui, j'ai accepté. La Morgane d'aujourd'hui, comment elle est? Elle est insensible. Oui, elle est insensible. Et j'essaie. J'essaie de compatir quand je vois quelque chose de triste. Parce que je peux voir vraiment quelque chose et je vais être là genre, waouh, ok. Je suis très insensible et ça joue sur beaucoup de choses dans ma vie actuellement. Mais j'ai retrouvé encore un mois après, parce que le psy m'avait conseillé de chercher à comprendre c'était quoi la cause du décès de l'enfant. Donc, j'ai rappelé le premier médecin avec qui j'avais discuté, qui m'avait dit oui, vous avez raison et tout. Comme j'étais à Kribi et qu'à ce moment, il était sur Kribi, on a parlé, il m'a demandé les examens, je lui ai montré tout ce que j'avais, les résultats. Et il m'a dit, ben, madame, je vois que avec, vous avez trouvé vous-même l'intolérance au lactose et tout, vous cherchez beaucoup. Eh ben, cherchez la mucoviscidose. Cherchez la mucoviscidose parce que il y a de fortes chances que ce soit cette maladie. Je ne vois rien d'autre. Mais le problème, c'est qu'on ne diagnostique pas cette maladie au Cameroun. Et elle est rare comme maladie. Et donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, ça m'a donné on va dire, une piste. Déjà, j'ai mis les mots sur ce qui s'est passé parce que je n'avais pas la fatigue et après partie, j'ai rien compris. Et là où moi j'avais quand même, il m'a donné, il me dit, mais il avait pas souvent ça, il buvait beaucoup d'eau. Je dis oui, justement, je trouvais ça bizarre. On me disait non, c'est bien si l'enfant boit de l'eau et tout. Sauf qu'en fait, non, c'était des signes. Mais que les médecins, personne ne savait. Donc, on a discuté au téléphone comme ça. Et il m'a dit, je vais voir s'il y a un endroit où on peut faire les examens ici et tout. Mais en fait, non, il n'y a pas. On n'a pas de centre de prise en charge de cette maladie. Et donc, on s'est vu vraiment physique, on va dire personnellement,
en novembre. Et on a discuté à un forum, on était à un forum. J'ai dit, ah, docteur, c'est vous, j'ai causé avec vos téléphones. Et il m'a dit, tout ce que je peux vous dire, hein, madame, c'est de rester sensible. Parce que si vous voulez avancer, il faut essayer de compatir. Les gens pleurent autour de vous, essayez de pleurer avec eux. J'ai dit, oui, mais c'est difficile, j'arrive pas. Je suis vraiment, tu es là, t'es pas là. Il m'a dit, c'est important. C'est important. Si vous voulez avancer, c'est important. Donc, la Morgane, là, j'essaye. Ok. En tout cas. J'ose croire que ça te reviendra à un moment donné. Tout à l'heure, tu disais que tu n'arrives pas encore à te projeter par rapport à l'éventualité de faire d'autres enfants. Est-ce que même en amont, tu te projettes actuellement? Non. Tu travailles sur toi. Oui, enfin, j'essaye, mais c'est pas ça parce que je suis vraiment brisée. Ça, j'ai pas l'air. Et la personne en face doit pas comprendre pourquoi je suis limite pas désintéressée. J'ai l'air de pas être intéressée ou c'est pas de ma faute en fait. C'est que j'arrive même plus à. J'avais des projets pour mon enfant. J'avais tellement de projets que je savais qu'en août, parce que nous on prend des congés en août, je savais qu'en août on allait aller en vacances comme ça. Et là c'est le 2 juillet, non, ça tout s'est arrêté. Donc là, me projeter avec quelqu'un, c'est limite à quel moment ça va se gâter. Donc vivons, si on se voit aujourd'hui, on s'est vu. Donc me prends pas la tête avec le oui, non, machin, les choses j'arrive pas. Et c'est un peu délicat, il faut quelqu'un de patient, d'assez patient. Et bon, étant donné qu'on a beaucoup de garçons princesses, ça ne court pas. Petite balle pour les mecs. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on te souhaiterait de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te souhaites? Je dirais déjà de pouvoir développer l'idée que j'ai eue après tout ce qui s'est passé. D'ouvrir une association concernant les maladies génétiques rares et essayer de faire le plaidoyer, en tout cas pour cette maladie-là. Mais avant, il faudrait que je puisse faire cet examen pour me rassurer que oui, j'ai vraiment le gène, je suis porteur sain de la maladie. Et ensuite, vraiment m'y mettre pour que d'autres parents n'aient pas des points d'interrogation dessus de leur tête en se disant mais mon enfant est décédé de quoi et qu'on accuse la grand-mère du village. Mais qu'on puisse au moins prendre en charge et au moins faire déjà des diagnostics. Arriver à ce niveau, sensibiliser les populations parce que c'est une maladie qui touche plus les personnes à la peau blanche. C'est pour ça qu'en Afrique, on néglige, mais il y en a aussi en Afrique. C'est vrai que j'ai du sang mélangé, mais c'est pas pour autant que le père n'est pas mélangé comme moi. Donc voilà. Mais on a eu, parce que on a du moins c'est ce qu'on a comme diagnostic là, et donc ça veut dire que ça peut être le cas, ça arrive. J'ai même une connaissance qui a une situation comme ça, c'est même pas loin. Donc je me dis, ça veut dire que ça existe vraiment, mais bon, c'est rare, c'est pas connu. Donc faire connaître cette maladie et avoir déjà un diagnostic établi ici, même si la prise en charge, si vous avez les moyens, vous allez ailleurs. Parce que ce que le médecin m'a dit, c'est que c'était une maladie qui est très, très, très difficile à gérer. Très. Vraiment, c'est même mieux d'accepter qu'il soit parti, si je peux le dire comme ça. Parce que la charge là, c'est pire que, c'est pas très loin des drépanocytaires. Voilà, c'est pas très loin de ces gens-là et de ces cas-là. Et c'est difficile pour le Cameroun, pour notre environnement, c'est pas une maladie que je souhaite même à quelqu'un. Donc oui, si on doit me souhaiter quelque chose, c'est de pouvoir développer cette idée que j'ai depuis un moment et d'avancer dans ce sens-là, de faire changer les choses à ma façon.
On te le souhaite. Et je suis convaincue que tu le feras de toutes les manières. Tu as tout pour. Donc, tu le feras. Ça, j'en suis sûre. C'est sur ces paroles-là qu'on achève notre épisode avec Morgane. Si vous aussi vous avez une expérience comme la sienne, n'hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires ou alors à utiliser notre hashtag de Realness Podcast sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager l'épisode avec d'autres personnes pour que on ait plus de parents, comme tu l'as dit, qui ne se demandent pas, qui n'aient pas des points d'interrogation au-dessus de leur tête. Abonnez-vous, bien sûr. Partagez. Activez la cloche de notification et bye bye.